Bienvenue à Télébasket, deuxième numéro, le magazine consacré à tous les baskets. Après le bilan de la saison régulière sur le premier numéro, le bilan aujourd'hui des phases finales Pro A Pro B, les playoffs 2013. Avec nous aujourd'hui nos journalistes Frédéric Schwecker, journaliste à l'équipe 21. Bonjour Fred. Bonjour. Et Barbara Wignou, journaliste à Basket Actu. Bonjour Barbara. Notre invité aujourd'hui, c'est la star de la semaine, voire peut-être de la saison 2012-2013, le coach de Nanterre, Pascal Danieux. Bonjour Pascal. Bonjour. Tout de suite, le bilan des playoffs. Le bilan des playoffs saison 2012-2013, la Pro B, tout d'abord, Barbara, la Pro B, avec une finale inédite, les Sharks d'Antibes face à Chalon-Reims. Oui, inédite parce que les deux dernières saisons précédentes, c'était les deux premiers de la saison régulière qui se retrouvaient en finale. Donc là, ça va être une finale inédite avec deux équipes au style un petit peu différent parce que le CCRB est plutôt réputé pour son style défensif alors que les Sharks d'Antibes, c'est une équipe tout pour l'attaque. Donc ça va être intéressant de voir cette opposition de style entre les deux. Est-ce que Fred, l'avantage du terrain pour Chalon va être on a envie de dire que depuis le début des playoffs, il n'y a jamais eu vraiment d'avantage du terrain, que ce soit en Pro A ou en Pro B. Donc ça sera toujours la même chose. Vu que c'est en 3 matchs une nouvelle fois, s'ils arrivent à prendre ce premier match à domicile, l'essentiel c'est de mener dans ces séries en 3 matchs. Au moins vous êtes un peu plus libéré ensuite pour le match 2. Ça peut être effectivement une valeur ajoutée, mais pas sûr que ça soit déterminant dans cette série. Pascal, une petite déception quand même pour votre confrère et ami Rémi Valin, qui a été élu coach de l'année en Pro B et qui se fait éliminer 2-0 par Chalon-Reims avec un point malheureusement sur le match retour. Oui, c'est vraiment décevant. En plus, c'est sûr que Rémi et le club d'Évreux méritaient cette accession. Après, ils n'ont pas de chance parce qu'ils se font éliminer vraiment limite. Et en plus, Pau va pas au bout, comme l'a dit Barbara. Donc ça leur perd les deux chances le même soir. Donc c'est vraiment très difficile pour eux. Est-ce que déjà Évreux aurait dû passer à la trappe face au Portel? Peut-être, mais encore une fois, ils avaient 2 balles, on va dire, dans le barillet. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité aussi de monter grâce à Pau, mais malheureusement pour eux, Pau n'a pas été au bout de l'aventure. Cette petite polémique avec Antibes, Fred, cette fin de match assez houleuse à Boulogne. Ça fait partie des histoires, on va dire, des playoffs, comme il y en aura d'autres, comme il y en a eu tant. On se souvient déjà l'année dernière qu'il y a eu des discussions en Pro A, le match d'Orléans, avec beaucoup d'après, on va dire. Ça reste en tout cas une des histoires de ces playoffs de Pro B qui font également que ces playoffs de Pro B sont très intéressantes à suivre. Est-ce que vous pensez que les Sharks comptent sur la wildcard ou plutôt sur la qualification directe maintenant? La wildcard, c'est toujours compliqué à obtenir parce qu'il y aura beaucoup de dossiers à surveiller. Antibes, en tout cas, un dossier qui est solide, surtout avec la nouvelle salle. C'est vrai que, allez, on a presque envie de dire, faudrait presque que Chalon gagne, comme ça, Antibes à la wildcard, Chalon monte également par son titre de champion de France avec Pau, et puis ça fait trois équipes qui montrent bon. Après, effectivement, si Antibes peut gagner également sur le terrain, ça serait une bonne plus-value en tout cas pour cette équipe. Je pense que pour eux, ce sera plus valorisant parce qu'au Oui. moins, il y aura personne pour remettre en cause leur montée, alors qu'on sait très bien que les wildcards, peu importe les équipes qui seront élues, ça fera polémique de toute façon. Vos pronostics? Pour la finale, je pense que le CCRB, là, ils ont vraiment une chance ils montent en puissance quand même depuis quelques années. Là, ils ont passé l'étape de la finale, meilleure défense de Pro B, l'avantage du terrain. Puis ils ont des bons shooters qui peuvent mettre le shoot qu'il faut en fin de match. Donc moi, je mettrais une pièce sur eux. Fred? Alors moi, je mettrais une pièce sur Antibes. Ça fait un petit bout de temps d'attendre un trophée, donc je pense que là, ils en sont tout proches et ils ont envie d'aller le chercher celui-là. Pascal? Difficile, Chalon-Reims c'est le favori logique par rapport à tout ce qu'ils ont montré toute la saison. Antibes a fait preuve d'inconstance, très bien au début, moyen après, à nouveau très bien en play-off, et c'est vrai qu'ils ont cette espèce d'insouciance. Donc ça va être à mon avis très compliqué. Comme l'a dit Fred, ça va dépendre certainement du premier match. Voilà, on attendra bien sûr à l'issue de ces 3 matchs, le premier match à Chalon-Reims, le deuxième match à Antibes et peut-être une belle éventuelle à Chalon-Reims qui va déterminer le deuxième de la Pro B à monter en Pro A. Le bilan maintenant des playoffs Pro A. Là aussi, il y en a des histoires. On ne peut pas passer à côté de la belle histoire de Nanterre, mais au-delà de ça, il y a quand même quelques déceptions.
Le Mans Asvel, Le Mans aussi, qui sur le 3e match aurait pu peut-être passer ces quarts de finale. Le Mans, c'est à l'image de sa saison, finalement. Quand on voit l'Eurocup, ce qui s'est passé, ça s'est joué à très peu de choses pour accéder au Last 16. La saison, elle a été traversée un petit peu de manière transparente par les Manceaux. On n'en a quasiment pas parlé cette année. Ils n'ont jamais ni été exceptionnels, ni été décevants. C'est un petit peu à l'image de la saison des hommes de la Sarthe. Même déjà l'année dernière, c'était presque le fait qu'ils soient arrivés en finale, c'était presque sur un malentendu, j'ai envie de dire. On sent que la dynamique n'est pas exceptionnelle, même pas depuis cette année, ça remonte un peu plus loin. Donc je ne sais pas si c'est une fin de cycle avec Teddy Jackson, qu'est-ce qu'il faudrait changer, mais il y a un truc qui ne va pas au Mans depuis un moment déjà. Le Mans qui a été battu par Nanterre sans David Lighty, là aussi c'était un exploit. Oui, c'était peut-être le premier exploit parlant de la saison. C'est vrai que cette victoire nous avait fait un bien fou, surtout dans les conditions où on avait réussi à gagner, c'est-à-dire sans Lighty avec un Michel exceptionnel qui fait 10 sur 10 au tir de loin. Le Factor X Rouen qui est tombé malheureusement face au champion de France en titre Chalon. Rouen avec son coach emblématique Luka Pavicevic qui a failli nous donner quelques surprises. Oui, ils auraient été très bons à domicile. Et après, sur le match 1, on avait vu déjà qu'il y avait une classe d'écart entre Chalon et Rouen. Rouen, c'est une équipe qui a été impressionnante durant la saison, sur ce passage pendant l'hiver où on les a cru imbattables et où on aurait cru pendant ces playoffs finalement qu'ils auraient pu également tenter un coup. Il y avait quand même Chalon qui avait une classe, il y avait quand même une classe d'écart avec Chalon, on a quand même envie de dire. Mais c'est une belle saison en tout cas pour les Rouennais. Après, c'est vrai que Rouen, c'est une équipe nouvelle, donc est-ce qu'il n'aura pas manqué de l'expérience des matchs en jeu qu'avait accumulé Chalon? Donc je pense que ça, c'est aussi une explication à leur non-qualification. Donc peut-être qu'on les verra encore un peu meilleurs l'année prochaine. Ça va conclure en tout cas une belle saison par rapport à la saison précédente où ils étaient un peu plus en difficulté en tout cas. L'autre petit poussé de ces playoffs, la JDA Dijon, qui malheureusement s'est fait balayer par Strasbourg 2-0. La JDA qui a fait une belle saison quand même, Barbara. Oui, c'est vrai qu'avec leurs moyens, on n'aurait pas donné cher de leur peau, et surtout qu'ils avaient l'Euro Challenge. On sait que pour des petites équipes, entre guillemets, ça peut tuer une saison. Mais je pense que s'ils ont fait une aussi belle saison, c'est déjà à cause de Jean-Louis Bord, qui est un entraîneur reconnu et réputé depuis un bon moment, et aussi surtout avec l'éclosion de Jérémy Leloup, parce que je pense que ça fait un moment qu'on attendait qu'il passe un cap. Et là, cette année, il a enfin franchi, et puis on voit tout ce que ça a pu apporter à Dijon. C'est une équipe qui s'appuie vraiment sur ses valeurs et qui l'a encore prouvé cette année, notamment des valeurs défensives. Et, on parle beaucoup de Nanterre effectivement parce qu'ils sont en finale aujourd'hui, mais le parcours de Dijon effectivement cette saison est assez remarquable. Justement, Pascal, Jérémy Leloup, un œil dessus? J'ai eu un œil dessus très tôt dans la saison. C'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle. Visiblement, avec ses dernières prestations, c'est un joueur qui va devenir certainement inaccessible pour un club comme nous. En tous les cas, comme vous l'avez souligné, Jean-Louis fait un très gros travail. Ils ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils ont joué sur le tableau de l'Euro Challenge et du championnat. C'était une équipe qui, en début de saison, comme nous, pouvait être en danger pour le maintien. Et à aucun moment, ils ont été en difficulté pendant cette saison. Maintenant, la grosse surprise, le BCM Gravelines Dunkerque éliminé par la JSF Nanterre 2-0, avec une pensée pour Ludovic Vati qui malheureusement va arrêter sa carrière pour des raisons de santé. Fred, c'est très dur d'entendre qu'on va arrêter sa carrière à 24 ans. À 24 ans, il avait les portes de l'équipe de France qui s'ouvraient grandes devant lui pour l'Euro à venir. C'est vrai que c'est dur parce que ça tombe comme un coup près finalement, on ne s'y attendait absolument pas. Il y a encore une semaine, eh bien, il était sur ce parquet en train de se battre avec les hommes, avec les intérieurs de Nanterre, et une semaine après, on apprend cette terrible nouvelle. Bon, finalement, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que ça a été décelé à temps. Voilà, qu'il n'y a pas eu de conséquences plus graves, mais c'est vrai qu'on a tous une pensée pour Ludo aujourd'hui parce que c'est une carrière précoce finalement qui s'arrête beaucoup trop tôt et qui a montré en tout cas cette saison qu'elle aurait pu aller très très loin. Puis après, je pense que ça prend aussi une résonance particulière parce qu'il y a eu le drame qui a touché la famille Rupert avec la disparition de Thierry. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit heureusement que ça a été décelé à temps, parce que je pense que personne n'avait envie d'assister un jour à un match hommage à Ludo Vati. Parce que c'est vrai que même s'il est en très bonne santé, il y avait un risque trop fort de mort subite sur un terrain. Puis il a un petit garçon, il a une famille, donc
même si sa vie sportive est finie, ben, on lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Pascal, l'ironie du sort, c'est que ce 23 mai, quand Ludovic Vati annonce sa retraite, c'est le jour anniversaire de Thierry Repin, il aurait eu 36 ans. Je sais que ça vous affecte, car vous étiez aussi à l'enterrement de Thierry Repin. Oui, tout à fait. On parlait de l'accident de Thierry, donc on se doit d'être vigilant et de veiller à la santé des joueurs. Donc là-dessus, par rapport à ce que disait Fred, que ça a été pris à temps et que Ludo puisse être préservé par rapport à ça, on va dire que c'est satisfaisant. Après, il est bien évident que c'est un garçon qui respirait le basket, qui a une doigté énorme. Se dire qu'à 24 ans, il va être privé des parquets, c'est une terrible déception pour le basket français. Et surtout, ça doit montrer aux autres joueurs qui ont la chance de continuer, d'évoluer sur les parquets, de prendre du plaisir, justement de savourer ces moments-là et de se dire que des fois, on est à pleurnicher après une défaite, après Un temps de jeu. Et quand on voit ce qui peut arriver à un garçon qui est en pleine ascension comme ça doit permettre à tous les autres joueurs de relativiser un petit peu les petits soucis du quotidien. Alors est-ce que justement en tant que coach on y pense et on se dit presque qu'on va faire une grosse séance de détection justement auprès de ces joueurs en fin de saison ou en début de saison prochaine, peut-être plus poussée pour justement éviter dans des mauvaises surprises. La Ligue est quand même bien organisée au niveau médical, il y a toute une batterie de tests qui montre et qui décèle normalement les anomalies. Donc nous, bien évidemment, on ne peut que se plier à tous ces tests et il faut mettre le maximum d'atouts de ce côté-là pour pas qu'il y ait de problème d'accident sur le terrain, bien évidemment. Sachant que Pascal, vous serez présent au match hommage pour Thierry Repin le vendredi 21 juin prochain. D'ailleurs, Ludovic Vati était programmé pour jouer. Je pense qu'il sera là pour des raisons bien sûr évidentes, pour lui, pour qu'on puisse le soutenir, et bien sûr pour ne pas oublier Thierry Repin. Le phénomène JSF Nanterre maintenant de ces playoffs, les quarts de finale 2-0 face à Gravelines. D'ailleurs, peut-être Fred, la perf la plus importante, c'est à Gravelines finalement. Oui, c'est ce qui a lancé finalement les playoffs de Nanterre. Parce que, on en parlait tout à l'heure, quand vous êtes mené 1-0 dans une série en 3, c'est quasiment impossible après d'aller chercher la série, à moins d'un renversement de situation extraordinaire. C'est ce qui a un peu lancé après le jeu de Nanterre. Déjà, il y avait un peu l'euphorie de la qualification en playoff. Bon, il y avait eu un match, dernier match de la saison qui avait été un peu mis de côté pour préparer un peu ces playoffs. Et après, c'est au-delà du fait de se dire on bat Gravelines et on bat Châlons, c'est la manière dont ça a été fait. Quand on voit les deux matchs par exemple, qui ont été joués ici, ça a été deux matchs de très très haut niveau et presque sans erreur. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Nanterre d'avoir presque plus une sympathie encore plus. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un coup du sort, c'est vraiment dans le jeu que Nanterre a réussi à faire tomber deux cadors du championnat. Barbara, cette finale de la Coupe de France perdue par Nanterre, est-ce que c'est pas le moment déclic pour cette équipe? Si, je pense que ça a forcément été un déclic, parce que j'imagine que ça a été une déception, mais d'un côté, ça a pu aussi être une source de motivation pour se dire, tiens, il reste quand même les playoffs, il y a quelque chose à faire, puisque ça a quand même été un match de très bon niveau face au Paris Levallois. Il y avait aussi quelque chose à faire. Puis même, on sentait quand même cette équipe capable de faire un coup. Et c'est vrai que avoir gagné le premier match à Gravelines, c'était forcément un avantage. Parce que si on se souvient de ce qui s'était passé pour Gravelines l'année dernière, cette élimination face à Cholet, ça leur mettait une pression supplémentaire. Et je pense que ça a dû jouer dans leur tête. C'est vrai que vous n'avez pas droit à l'erreur en tout cas. Pascal, Barbara disait match de très haut niveau à Bercy. Je pense que tu n'oublieras jamais cette première mi-temps. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, si on est en finale, c'est justement peut-être parce qu'on est passé un petit peu à côté de notre match en finale de Coupe de France. Et surtout, on a réussi avec le groupe à se remobiliser et à trouver une motivation peut-être encore supplémentaire parce qu'on n'avait pas réussi à faire ce qu'on voulait faire sans parler de résultats. Mais on a fait une première mi-temps en finale de Coupe qui ne nous ressemblait pas et beaucoup trop timoré avec des joueurs qui ont semblé paralysés par l'enjeu à l'image de notre poste 5. Donc on se devait tous une revanche. Je pense qu'on a été fort dans nos têtes pour 2-3 jours après se remettre au travail, être très exigeant avec les joueurs. Avec Franck, on a travaillé là-dessus. Et surtout, on s'est servi de cette déception
pour se dire qu'en play-off, on ne pouvait pas sortir 2-0, on va dire, contre Gravelines avec les honneurs d'une petite équipe qui s'était bien battue et qui, voilà, à la fin, finissait comme ça, honorablement sans plus. Fred, l'approche mentale de cette demi-finale entre Nanterre et Chalon-sur-Saône, il y avait un effet de surprise par rapport à Gravelines. Maintenant, Nanterre était sur 4 victoires, je crois, sur Chalon-sur-Saône. C'est aussi la seule équipe à être invaincue au Colisée, encore aujourd'hui, ce qui est assez incroyable quand on connaît le parcours de Chalon qui fait le triplé l'année dernière. Est-ce que l'approche mentale a été importante pour Nanterre sur ce match-là? Ça, je pense que coach Deladieu nous le dira un peu mieux, mais c'est vrai qu'il n'y avait plus l'effet de surprise qu'aurait pu avoir Gravelines en disant effectivement on a été surpris par cette incroyable équipe de Nanterre. Chalon était prévenu, Chalon connaît le jeu de Nanterre, même lorsqu'on se souvient quand il était venu jouer ici en saison avec Beugnot, n'avait pas taré d'éloge sur le style de jeu de Nanterre, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous les coachs durant toute la saison. À chaque fois qu'ils sont venus dans cette salle, ils ont toujours dit le jeu de Nanterre est un très beau jeu, un jeu très léché, très bien soigné, et du coup ils savaient comment ça allait se passer. Maintenant, entre l'euphorie, la vague d'euphorie de avoir passé Gravelines du premier tour et cette maîtrise technique, l'ensemble des deux a permis à Nanterre de passer. Barbara, c'est peut-être le plus beau match de l'année, ce match 1 face à Chalon. Ah oui, ça, tous les observateurs, toutes les personnes qui ont vu ce match l'ont dit. Après, c'est vrai, on parle beaucoup de l'euphorie de Nanterre, mais je pense que c'est aussi une euphorie qui est un peu maîtrisée, quoi. Parce qu'il y a quand même chacun a son rôle. Et je pense que sur cette demi, on peut aussi mettre un coup d'éclairage sur David Laïti, qui a vraiment éclaté, qui à chaque fois... d'éclairage sur David Laïti. Moi, je ne l'ai même pas cherché, celle-là. Mais c'est vrai qu'il a toujours su très bien jouer contre Chalon, alors qu'en face, en vis-à-vis, il a quand même Blake Shipp, qui était MVP étranger l'année dernière. Et c'est vrai que tout le monde a dit que ça faisait plaisir de le voir enfin à ce niveau-là, de le voir enfin éclater. Je pense que c'est pour le plus grand plaisir de Nanterre, quoi. Après avoir passé ce premier tour face à Gravelines, Pascal, est-ce que vous avez un appétit qui vient en mangeant naturellement, ou vous dites j'ai la qualif pour le World Cup et ça me suffit amplement? Non, c'est marrant, on a plutôt un club modeste, même moi j'essaie d'avoir un discours assez modeste, mais on s'est vraiment installé dès le mercredi, 3 jours après la finale de coupe, en mode play-off. Et bien sûr, souvent les coachs ont un discours. Le discours il passe pas, c'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, on s'est forgé un moral de vainqueur. Et moi, mon discours, ça a été de leur dire qu'on n'aurait aucune limite. Et qu'on joue Gravelines, qu'on joue Chalon, on y allait pour essayer de gagner. Bien évidemment, j'imaginais pas une issue certainement aussi positive. Mais non, on ne sait pas. Quand on est arrivé à Chalon, c'était pour essayer de leur poser plus de problèmes et d'être en vrai compétiteur. Je pense que ce qu'on vient de dire, il y a 2 joueurs qui illustrent justement notre parcours. Il ne faut pas oublier la première série de Chris Warren contre Gravelines. Il joue contre le MVP de la saison régulière, un joueur qui a dominé à son poste de la tête et des épaules. Et je me rappelle avoir discuté avec Chris Warren 3-4 jours avant en lui disant je sais que tu peux le faire et que tu vas le faire et que tu vas être en capacité de dominer ton vis-à-vis sur cette série. Et puis j'ai eu à peu près le même discours pour David Laïti par rapport à Chalon. Et bien évidemment, le mérite en revient aux joueurs, mais on s'est fixé aucune limite. Et on parle souvent des playoffs, c'est se surpasser pour des équipes comme nous, faire en sorte d'osser son niveau de jeu. Et c'est ce que les joueurs ont réussi à faire, et individuellement et collectivement. Cette série entre Nanterre et Chalon était tellement palpitante que finalement le Strasbourg-Asvel était un petit peu oublié. Passer à la trappe. Passer à la trappe pratiquement. Surtout sur le match 2 où c'est vrai que l'Asvel a quand même pas offert une prestation génialissime. Alors que c'est vrai que quand tu joues Strasbourg, si tu y vas pas à fond, si t'es pas bon à tous les postes, forcément tu passes à la trappe, parce que Strasbourg c'est une des équipes les plus complètes du championnat à chaque poste. Ils ont des joueurs d'expérience, des jeunes de talent, par exemple comme Hugo Invernizzi qui est capable sur 10 minutes de mettre une série de 3 points par exemple. Donc c'est une équipe contre laquelle il faut être vigilant de la première à la dernière minute, sinon c'est la sanction immédiate. Fred, quand Tony Parker dit que c'est une bonne saison pour l'Asvel, est-ce que tu es d'accord? On dira que c'est une saison décevante pour l'Asvel parce que c'est l'Asvel, parce qu'il y a les moyens, etc.
Après, sur le papier, demi-finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste du championnat, c'est pas... Il y a pire, hein. Il y a pire, la saison d'avant... Le match perdu en phase de préparation. Voilà, la saison d'avant était quand même beaucoup plus compliquée. Mais quand on s'appelle l'Asvel et qu'on prétend avoir des ambitions très très élevées, on peut pas se contenter de ce genre de résultats et ce genre de performance, effectivement, comme on l'a vu lors du match 2 face à Strasbourg. On attendait justement cette petite réaction d'orgueil de l'Asvel dans sa salle en plus, qui a été la place forte du basket cette saison. Voilà. On s'attendait à une réaction d'orgueil et au contraire, un peu comme un flan qu'on sort trop tôt du four, quoi. Tout s'est écroulé devant une équipe de Strasbourg qui, elle, a déroulé son jeu finalement. Justement, Pascal, l'équipe de Strasbourg, la bête noire de la JSF Nanterre, 4 matchs, 4 défaites, que ce soit en saison régulière l'année dernière ou cette année. On se souviendra que, pour ceux qui aiment les archives, Strasbourg avait perdu d'1 point ici en Coupe de France. C'est la seule victoire de la JSF Nanterre face à Strasbourg. Comment abordez-vous cette finale? Tout d'abord, Strasbourg, ils ont 12 joueurs. Ils sont véritablement très bien coachés. Ce qui est difficile, c'est qu'ils ont de l'expérience, ils ont de la densité, ils ont beaucoup de taille avec Alexis et Romain. Donc ils ont vraiment, ils sont très très complets. Très très complets. Il y a moins d'opportunités, de failles que c'est pour certaines équipes. Donc c'est pas l'adversaire dont on rêvait, mais maintenant qu'on est là, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Il faudra certainement qu'on soit malin, qu'on utilise des stratégies pour un petit peu gommer nos manques et nos lacunes, ne serait-ce qu'en termes de taille par rapport à Alexis qui pose un problème insurmontable à la plupart des équipes. Donc à nous de trouver les solutions et les recettes, notamment en ce qui concerne tout ce qui est défensif. Parce que je pense que les jouer, on va dire comme ça, les yeux dans les yeux, et miser sur le fait qu'on va être en capacité de les stopper au niveau de leur densité athlétique, ça va être compliqué. Et puis ils ont surtout poste 1, 2 meneurs, Campbell qui a beaucoup d'expérience, qui sait mettre les tirs importants. Très bon défenseur. Très bon défenseur. Et je trouve que Henrik, qui sent la fin approcher, montre beaucoup de maturité et on n'en parle pas beaucoup, mais son rôle est capital. Et à l'image du match qu'il a joué ici, beaucoup d'expérience, il leur fait un bien fou sur ces playoffs. Fred, est-ce que la JSF Nanterre a ses chances face à Strasbourg? Bien sûr, il y a deux équipes, donc oui, il y a autant ça c'est du 50-50 entre Strasbourg et Nanterre. Alors oui, sur le papier, on dit depuis tout à l'heure, Strasbourg partira favori de par son équipe, de par son effectif, de par sa saison. Maintenant, Nanterre, oui, il suffit qu'ils prennent un des deux matchs au Rhenus sur... C'est un malentendu Pas sur un malentendu. Ah non, parce que pour l'instant, aucune des défaites n'a été faite, aucune des victoires de Nanterre n'a été faite sur un malentendu. À chaque fois, elles ont été faites plutôt nettement et plutôt de manière assez glorieuse. Donc il suffit d'une victoire à l'extérieur sur les deux premiers matchs. Et ici, tout est possible. Hein. Enfin, ici. Je dis ici, ça sera pas ici, ça sera à Coubertin, mais en tout cas, devant ce public nanterrien, vraiment tout peut être possible. Barbara, on a l'impression que pratiquement toute la France du basket est derrière Nanterre. C'est l'effet Petit Pousset? Oui, c'est la belle histoire, le parcours que personne attendait. Donc forcément, et puis il y a aussi une sympathie qui se dégage de cette équipe. Donc du coup, forcément, ça touche les gens. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de supporters derrière eux en finale. Puis avec tout ce qui a été dit sur la salle, sur est-ce qu'il faut qu'ils fassent l'Euroleague ou pas, je pense que ça a rajouté à justement cette sympathie. Et c'est vrai que nous, on le ressent également en tant que médias. Quelle disponibilité des joueurs, de Pascal, de tout son staff, je veux dire, du président, tout le monde est vraiment disponible et se rend disponible même pour nous médias, même quand des fois c'est pas forcément évident dans la saison ou quand ça rigole comme c'est le cas en ce moment. Il y a toujours cette disponibilité, ce sourire, et c'est ça également qui donne également un capital sympathie beaucoup plus effectivement à cette équipe de Nanterre. Charles Jackson, la nouvelle recrue de la GSF Nanterre, pourquoi? Déjà, il fallait être réactif. On a considéré justement par rapport à la spécificité de Strasbourg et la densité qu'il peut avoir à l'intérieur, c'était plus raisonnable de prendre un joueur supplémentaire. Alors, il y avait pas mal de paramètres. Il ne fallait pas casser la dynamique qu'on a installée dès le début de ces playoffs et même depuis le début de saison. À la fois, il fallait quelqu'un qui puisse venir rapidement et être efficace tout de
suite et qu'on connaisse un petit peu pour savoir ce qu'il était en capacité de pouvoir nous apporter, même sur un temps de jeu relativement court. Donc on a fait ce choix-là, d'autant plus qu'il se trouve que c'est un ancien coéquipier au sein de Michel, même un ami, donc ça va favoriser son intégration. Et puis on a envie d'exister dans cette série, même si faut pas oublier qu'on n'a pas l'avantage du terrain, puisque Strasbourg a fini mieux classé, et que malgré tout ça sera quand même un handicap, même si on va tout faire pour que ça ressemble à ce qui peut se passer à Nanterre. Mais même nos matchs à domicile, on ne les jouera pas ici, donc c'est encore un peu plus compliqué, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut donner son énergie. Il était à 14 points, 8 rebonds, il a fini quand même dans l'équipe qui a été première de la saison régulière. Donc il va nous apporter, parce que je pense que Strasbourg va nous imposer un combat physique, notamment sur le cercle, et que plus on aura de soldats, plus ça sera possible. Parce que justement, moi je trouve que depuis le début des playoffs, on sent qu'un joueur comme Alexis Ajinça est vraiment en mission dans ses déclarations. Parce que je pense que le fait qu'il n'ait pas eu le titre de MVP, ça l'a titillé un peu en travers de la gorge, même s'il a parfois dit le contraire. Et puis il a aussi envie de jouer pour son grand ami Ludovati. Je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver, même s'il en a déjà prouvé beaucoup cette saison. Donc je pense pour moi, ça va être le joueur à vraiment surveiller dans l'équipe de Strasbourg. Si Nanterre est champion, Fred, ça sera un beau champion. Éliminer Gravelines, éliminer Chalon. Ce sera un grand champion. Éliminer Strasbourg avec en plus en n'ayant pas l'avantage du terrain et ne jouant pas dans sa salle. Ce sera un très très grand champion. Ce sera un très très grand champion qui après va devoir faire ses preuves sur la scène européenne. C'est les évolutions. On parle toujours de l'évolution de Nanterre au fil des années avec toutes les montées qu'il y a eu depuis plusieurs années maintenant. La consécration maintenant, eh bien, c'est d'affronter le Panas, d'affronter Barcelone, c'est d'affronter toutes ces équipes dans une Euroleague où Nanterre, alors certains disent qu'il n'a pas sa place, d'autres qui disent qu'il devrait y aller. En tout cas, Nanterre doit jouer ces matchs parce que ça fait également grandir un club que de pouvoir aller se frotter à ce qui se fait de mieux sur la scène européenne. Avec cette anecdote, quand Pascal est passé en Pro A il y a 2 ans, sa limite c'était de jouer l'Euroleague. Finalement, il est à 3 matchs de l'Euroleague, Pascal. Déjà, on a le tour préliminaire. La position du club est claire. On fera tout pour remplir le cahier des charges et pouvoir disputer ce tour préliminaire. Et les premiers échos que j'ai eus, ça va plutôt dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que même si le tour préliminaire, on n'arrivait pas à le passer, l'Eurocoupe l'année prochaine avec la nouvelle réforme va être une formidable compétition. Donc là, on a franchi une marge de plus, mais le fait de pouvoir, si on n'arrive pas à se qualifier, ce qui devrait être la logique, mais faire l'Eurocoupe aujourd'hui, c'est tout sauf une petite compétition. Autant l'Euro Challenge a montré un petit peu ses limites. Ses limites par rapport au niveau de compétition, mais l'Eurocoupe c'est une vraie compétition et déjà le fait qu'on n'ait pas à disputer le tour préliminaire d'Eurocoupe, qu'on soit qualifié d'office dans une poule, c'est que du bonheur. Après il y a 2 options, il faut espérer que le fait de faire cette performance sportive fasse grandir le club, nous permette de nous structurer, de faire des travaux pour avoir une salle un petit peu plus accueillante pour les grandes occasions. Et la deuxième option, ce que je n'espère pas, il ne faut pas qu'on trouve les ailes et qu'on change du tout au tout parce que ce qu'on vient de faire, c'est quasiment irréel. Strasbourg aussi un beau champion, Fred. Strasbourg pour le coup est déjà taillé, presque pour l'Euroleague, on a envie de dire. Il pourrait jouer l'Euroleague presque cette saison. Mais ce parcours, éliminer Dijon 2-0, éliminer Lasvel 2-0. Ils ont été impressionnants, même sur la saison régulière, même s'ils terminent derrière Gravelines. Exactement, ils ont quand même été très très dominants cette saison, l'équipe de Strasbourg. On l'a dit, bien coaché par Vincent Collet. D'ailleurs, je voulais savoir, Pascal, est-ce que vous y pensez d'ailleurs à ce duel un petit peu avec quand même le coach de l'équipe de France? On parle de vous comme celui qui aurait dû être normalement le coach de l'année. On rappelle, c'est Christian Monchot qui l'a eu juste devant vous. Est-ce que vous y pensez justement à ce duel des bancs également, parce que ça fait beaucoup parler? Je pense que quand on rencontrait Christian Monchot, Greg Beugnot, avec tout le respect que j'ai pour Vincent Collet, mais c'est aussi des très grands coachs. L'occasion de voir une version comme Yanakis. Donc Vincent fait partie de ces grands coachs qui a un palmarès qui parle pour lui, qui dirige l'équipe de France plus que correctement, mais pas plus que les adversaires qu'on vient de rencontrer. C'est à peu près la même chose.
c'est pas mal. Alors, un beau champion à Nanterre, un beau champion à Strasbourg. Ça sera une belle finale en tout cas. Ce qui est sûr, ce sera une belle finale. Est-ce qu'on souhaite ça pour la beauté du jeu en 5 manches, Barbara? Bah, si ça pouvait être réglé en 3 manches, ça dépend du prix, mais... Ah ouais, pas de parti pris en 3 manches. Pour Strasbourg ou pour Nanterre? Bah après, je pense que la logique voudrait quand même que Strasbourg soit favori. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que Strasbourg assume son statut de favori. Parce que parfois, il y a des équipes qui rechignent à le faire. Et je trouve ça bien, justement, parce que ça aurait été faire de la fausse modestie de ne pas se dire favori. Parce que, objectivement, sur le papier, ils ont peut-être une équipe quand même plus forte, avec les résultats de la saison régulière, des joueurs qui ont su hausser leur niveau de jeu, l'expérience. Mais bon, comme Nanterre est plus un exploit près, sait-on jamais, j'ai envie de dire. Est-ce que Nanterre peut garder le même niveau de jeu, Pascal? Est-ce que là, vous êtes sur une série impressionnante? Le même niveau de jeu, oui, après résoudre les énigmes posées par cette équipe de Strasbourg, on ne sait pas encore aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà du résultat, nous, on a envie, à chaque fois, on repousse nos limites, mais on a envie d'exister dans cette finale, sans parler d'être champion ou pas être champion. Mais, ce qui me dérangerait, c'est de ne pas exister et de subir un petit peu ce qu'a subi Dijon et Villeurbanne lors de ces playoffs. On va essayer d'être la meilleure opposition et de leur rendre la vie impossible pendant cette série. C'est ce qui m'importe le plus, c'est bien se préparer et jouer sans complexe. Alors, ce qui est incroyable, Fred, c'est que ni Pascal ni le club n'avaient prévu cela, étant donné que le 8 juin, on était censé jouer un match amical entre les légendes de la JSF Nanterre, notamment avec Franck Chiloemba, Thomas Darnozan, Loïc Akono, au profit d'une association qui s'appelle Lead by Example, donc pour la scolarité des enfants en Haïti. Forcément, le 8 juin, ça coïncide avec le Match 4. Le match 4 de cette finale. Éventuel match 4. Et l'éventuel match 4, tout à fait. Étant donné qu'on peut avoir un 3-0. Oh bah Barbara, apparemment, a déjà prévu ses vacances. Hein, donc, apparemment, je veux juste vous informer que le match n'est pas annulé. Il est juste reporté au 9 juin à 16h, ici même, dans cette salle Maurice Thorez. Bien sûr, Pascal sera là, soit pour fêter un 3-0 pour Barbara, soit pour fêter peut-être la saison, éventuellement pour avoir perdu ces 3-0, mais peut-être encore continuer l'aventure et peut-être avoir préparer un match 5 décisif. Se vider la tête pendant une petite soirée mémorable. On va retrouver. C'est bien de retrouver les joueurs qu'on a coachés parce que vous avez coaché tous ces joueurs de la série départementale jusqu'à maintenant. Oui, déjà c'est une belle initiative, donc on sera présent. Je pense que le staff et les joueurs de l'équipe de cette année, on donnera ce rendez-vous parce que c'est pour une noble cause et que ça va être une belle fête quoi qu'il arrive. Et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde et que ça sera une réussite totale. Et puis bien évidemment, ça fait plaisir de voir des têtes qu'on a pas vues depuis quelques temps et qui vont donner beaucoup de plaisir aux gens. Et je suis certain que ça sera une très très belle fête en tous les cas. Et c'est ce que je disais également pour conclure, c'est que il aurait très bien pu annuler le match ou le repousser en disant après le match 5 on verra. Non, même en plein cœur d'une éventuelle finale de Pro A, eh bien, il y a toujours ce côté de partage et c'est ce qui fait également, donc on disait, les valeurs de Nanterre. Les valeurs du club de Nanterre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le 2e numéro de Télébasket, le magazine de tous les baskets. À bientôt.